Cette année, avec le Pixel 10, Google nous fait 3 promesses. Un téléobjectif x5, une nouveauté vraiment sur ce modèle, de l'IA à foison avec plein de nouvelles fonctionnalités tant sur la photo que sur les outils de productivité, et également le Pixel Snap. Pixel Snap, c'est du Qi2, c'est-à-dire une charge sans fil magnétique. C'est devenu mon téléphone principal pendant une semaine, et voici ce que j'en ai pensé, en positif comme en négatif. On commence par les points positifs. Bien évidemment, je l'ai abordé au tout début, c'est le téléobjectif x5. Auparavant, on y avait droit uniquement sur des modèles pro. Et cette année, cette polyvalence photo, elle descend sur un smartphone à moins de 1000 €, et ça c'est une première pour Google, mais d'ailleurs c'est quasiment une première sur le marché mondial du smartphone, puisque au maximum, on a généralement du x3, par exemple avec le Nothing Phone 3. Et ce téléobjectif, c'est une réussite. Clairement, par rapport à un zoom numérique, eh bien il n'y a pas photo, hein. On est sur du zoom optique, donc on va aller voir plus loin avec une conservation des détails permanente. Certes, par rapport à un Pixel Pro, on n'aura pas une aussi bonne définition, on n'aura pas un aussi fort grossissement, mais on peut avancer jusqu'en x5 en optique et aller jusqu'en x20 en numérique, avec en plus le super rezoom de Google qui permet, eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, d'améliorer les détails de l'image. Alors ça fonctionne bien en plein jour. En revanche, de nuit, on fera quand même un petit peu attention. La basse luminosité peut créer quelques petits soucis, notamment sur les polices d'écriture, avec des aberrations générées par l'IA. Alors vous l'avez compris, je l'ai bien aimé ce téléobjectif. En plus, il a une parfaite cohérence colorimétrique avec les autres capteurs, ce qui n'est pas pour me déplaire. En revanche, il y a un capteur qui m'a déçu, c'est l'ultra grand angle, mais je vous en parle tout à l'heure dans les points négatifs. Un autre aspect de ce téléphone que j'ai beaucoup apprécié, c'est sa puce, le Tensor G5. Alors certes, c'est pas la puce la plus performante du marché, mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir énormément de performance sur un smartphone? Ce que l'on cherche, c'est avoir en fait un petit peu comme Apple, c'est-à-dire une puce qui va surtout être optimisée pour le système qui tourne sur le téléphone. Et c'est exactement le cas de ce Pixel 10. On a une puce qui est vraiment façonnée pour lui et qui permet, eh bien, de lancer toutes les applications de manière fluide, d'avoir une interface qui fonctionne parfaitement bien. On a même du 100 Hz sur l'écran, donc là du coup c'est hyper agréable de naviguer dessus. Et surtout en jeu, j'ai lancé du Genshin Impact. Là, je m'attendais pas forcément à des performances tonitruantes, mais malgré tout, en poussant les performances au maximum, j'ai pu jouer tranquillement avec un framerate qui est oscillé entre 48 et 60 FPS. Donc largement jouable, avec aucune baisse à aucun moment qui pouvait me faire ressentir une lenteur. Et ce Tensor G5, il est gravé en 3 nanomètres, ce qui permet un peu plus de puissance et surtout une meilleure gestion énergétique. D'ailleurs, j'ai mesuré avec une sonde thermique 37 degrés au maximum à l'extérieur du téléphone. Et quand on voit que d'autres smartphones dépassent les 40 degrés sans souci, on se dit que c'est plutôt pas mal pour la durabilité de ce smartphone. Le fait que ce soit une puce maison et qu'elle soit aussi bien optimisée, eh bien ça nous rassure aussi sur les 7 ans de mise à jour promis par Google. Dès lors, on se dit qu'en 2032, on pourra encore avoir un Pixel 10 en main qui soit parfaitement utilisable. Ça, c'est une promesse que l'on espère vraie, puisque on le voit déjà chez Apple qui parvient à faire durer ses smartphones dans le temps. Autre point positif, l'écran. Et pour l'écran, je veux parler de sa luminosité. Elle est quasiment extrême. C'est simple, en luminosité, il dépasse les principaux concurrents, les gros cadors. J'entends les iPhone 16 et les Galaxy S25. Là, ils sont battus à plat de couture, tant à SDR qu'en HDR, donc c'est-à-dire pour vos contenus classiques ou les contenus vidéo, vous aurez une luminosité au top. À l'extérieur, ce sera toujours génial avec un Pixel 10. Ça, ce sont les données théoriques que j'ai mesurées. Ensuite, en pratique, eh ben, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai pu être tranquillement au soleil chez moi dans mon jardin avec une magnifique luminosité pendant quelques secondes. Oui, parce qu'au bout d'un certain temps, le soleil chauffe un peu trop et ça vient taper sur le téléphone qui ressent cette chaleur et automatiquement abaisse sa luminosité. Et ça, c'est un truc qui touche pas uniquement le Pixel 10, mais l'ensemble des smartphones. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un test plus approfondi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bref, cet écran, c'est un écran qui est digne d'un smartphone haut de gamme. En revanche, il y aurait un petit effort à faire au niveau de la calibration. Selon notre sonde, on est vraiment à la limite au niveau de la dérive colorimétrique, c'est-à-dire qu'on a des couleurs qui sont pas forcément très justes, mais je vous rassure, personne ne pourra le voir à l'œil. Un autre point positif, si vous êtes possesseur de Pixel 9, vous serez content de changer pour un Pixel 10 pour sa batterie. En effet, Google a cette année boosté la capacité de la batterie de son smartphone en ajoutant quasiment 300 mAh. On flirte désormais avec les 5000 mAh. Alors certes, c'est pour ça que je parlais du Pixel 9, parce que comparé à la concurrence, c'est quasiment standard. Mais pour Google, c'est un bond en avant. À l'usage, je peux vous garantir plus d'une journée d'autonomie. Ensuite, il faudra bien évidemment faire attention. À l'usage, vous tiendrez plus d'une journée d'autonomie. Surtout, moi, j'ai mesuré en lecture streaming, eh bien, une consommation de 10%
sur plus de 2h30 de film. J'ai toujours répété ce même schéma sur pas mal de téléphones et habituellement on est plutôt sur un haut de gamme aux alentours de 12 ou 13%. C'est-à-dire que vraiment ce Pixel 10 se situe, malgré sa batterie plus petite que d'autres, eh bien dans le haut du panier. Une journée d'autonomie avec lui, vous serez tranquille, vous le passerez, même la soirée. Ensuite, si la nuit ne s'éternise pas trop, ça ira. Néanmoins, pour plus de sécurité, on préférera le charger tous les soirs, comme beaucoup de smartphones, à part les Cador qui ont des batteries de 7000 ou plus mAh. Mais voilà, lui, c'est pas son cas, mais ça reste un très bon téléphone, et surtout, comme je vous le disais, meilleur que son prédécesseur. Donc si vous l'aviez, jetez un œil sur le Pixel 10. Après la batterie, on parle de la charge, et la charge cette année, eh bien, en filaire, elle bouge pas vraiment, on reste sur du 30 watts, mais c'est quand même mieux que l'année dernière. En revanche, grosse nouveauté, c'est la charge sans fil qui désormais est magnétique. On parle donc de Qi 2. Cette charge magnétique, c'est un équivalent du MagSafe d'Apple, et d'ailleurs, c'est compatible avec tous les accessoires de la marque à la pomme. Ça, c'est plutôt pas mal si vous avez déjà un iPhone, ou si votre compagnon a un iPhone dans votre voiture, vous pourrez utiliser son support de téléphone pour poser votre Pixel 10. Ensuite, au niveau de la vitesse de charge en sans fil, on sera pas mieux qu'auparavant, on reste sur du 15 watts. Néanmoins, on a l'avantage d'avoir désormais ces aimants qui vont permettre de bien aligner les bobines de charge afin d'optimiser complètement ce processus et de préserver surtout la batterie. Et quand on achète un Pixel, on n'achète pas juste un assemblage de matériel, on achète surtout du logiciel avec ici Android 16 aux manettes et donc aussi la Pixel Experience de Google qui nous promet beaucoup de nouvelles fonctionnalités IA que j'ai pu tester et surtout apprécier. Parmi elles, je ne vais pas toutes vous les citer, mais je nomme Auto Best Take qui en photo, qui va vous permettre de vous assurer d'avoir toujours la meilleure photo de groupe. Le système va prendre plein de photos et essayer de trouver parmi celles-ci laquelle propose les visages les plus souriants avec les yeux ouverts, etc. Et si jamais il n'y a aucune de ces photos qui n'est bonne, eh bien c'est l'IA qui va venir créer une image en assemblant toutes les autres pour vous proposer la meilleure image possible. Une autre fonction qui est vraiment plutôt cool, c'est le Voice Translate. Alors ça, c'est valable sur les appels téléphoniques, par exemple, ou sinon en conversation. Et on va pouvoir avoir une traduction automatique de la conversation, mais une traduction automatique, pas comme on a pu avoir sur du Samsung, où il faut attendre que l'autre ait terminé pour que ensuite il y ait la traduction, etc. Non, ce sera comme si vous aviez un interprète à côté de vous qui parlait sur la voix de l'autre pendant la traduction. Du coup, ça rend la conversation totalement fluide. C'est vraiment une belle avancée, encore une fois, grâce à l'IA de Google. Et puis il y a aussi le clavier Gboard qui évolue, puisqu'il accueille désormais des fonctionnalités IA grâce à une petite icône sur laquelle on presse lorsqu'on écrit un message, par exemple. Et puis là, on va avoir relire, reformuler, on peut donner un ton professionnel ou amical, on peut développer ou raccourcir le texte qu'on est en train d'écrire. Ça, c'est valable tant dans Keep que dans les messages, que dans les mails, etc. Et on peut aussi corriger son texte, l'orthographe, la grammaire, tout va être pris en compte afin d'envoyer ces messages sans ne plus faire aucune faute. Ça, c'est un truc qu'on retrouve déjà sur d'autres smartphones, les Samsung pour ne pas les citer, mais c'est toujours un truc qui est vachement bienvenu parce que ça permet d'aller plus loin en fait dans la rédaction tant de ces messages que de notes, etc. Et d'avoir tout centralisé sur le clavier, ça évite d'aller chercher ailleurs, c'est toujours une nouveauté bienvenue. Et pour ceux qui sont amateurs de dictée vocale, donc c'est-à-dire qu'ils vont dicter leur message, eh bien ils vont pouvoir aller un peu plus loin en demandant au système de corriger leur texte en temps réel. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit retrouve-moi à tel restaurant, on peut changer en disant ah non, remplace restaurant par plutôt au bar. Et là, le système va de lui-même remplacer le mot restaurant par bar, etc., reformuler intelligemment le texte qu'on est en train de lui dicter. Voilà, ça ce sont quelques exemples des nouvelles fonctionnalités IA que l'on peut avoir sur le Pixel 10 qui sont disponibles sur l'ensemble de la gamme et potentiellement descendront sur les autres Pixels dans les mois à venir via différentes mises à jour. Néanmoins, ici, on les a Day One et c'est plutôt agréable d'avoir un système vraiment compétitif, concurrent, prêt à bagarrer pour 2025-2026. En revanche, on n'aura pas droit à toutes les fonctionnalités Google que le constructeur a pu présenter dans ses publicités internationales, parce qu'il y en a pas mal qui sont limitées par l'accès aux données personnelles en France et en Europe notamment. Donc c'est un petit peu dommage. On a d'ailleurs fait un article sur Frandroid listant toutes les fonctionnalités absentes de la version française. Allez y jeter un coup d'œil, ça vous permettra de voir à côté de quoi vous devrez passer. Si le premier point positif c'était le téléobjectif, le premier point négatif c'est toujours de la photo et ça va être l'ultra grand angle puisque cette année Google nous propose un ultra grand angle de
13 mégapixels, alors qu'auparavant, on avait le droit à du 50 mégapixels, ce qui était donc beaucoup mieux défini. Autant vous dire qu'en plein jour, déjà, on voit une large perte de détail versus le prédécesseur de celui-ci, donc c'est-à-dire le Pixel 9, et surtout de nuit en basse luminosité, là, ça dégringole complètement. On va se retrouver avec une image qui va être baveuse, une bouillie de pixels, du bruit de partout, et surtout un gros lissage appliqué. On voit plus vraiment l'IA de Google travailler fortement derrière, c'est un peu dommage, donc assez inutilisable dans ces conditions. Sur l'ultra grand angle, on est vraiment déçu. C'est vraiment une déception d'avoir un tel ultra grand angle. C'est pas au niveau de ce que Google a l'habitude de nous proposer. Surtout, en fait, ce Pixel 10, au niveau de cette focale, eh bien, se retrouve noyé dans la masse des smartphones actuels. Pas mieux, pas pire qu'un autre, et c'est un petit peu dommage. On gagne en polyvalence avec le téléobjectif. En revanche, à côté de ça, eh bien, on perd en qualité sur l'ultra grand angle. Si vous aimez prendre des photos en plan large ou sinon en plan ultra large, eh bien, visez plutôt un Pixel 9. Si en revanche, vous aimez aller profond dans votre photo avec un zoom qui va loin, eh bien, celui-ci sera très bien et fera tout à fait l'affaire. Et puis il y a une autre anicroche aussi au niveau de l'appareil photo, c'est le mode portrait. Il est super bon, il est super efficace comme toujours. Néanmoins, ici on a un téléobjectif x5 et on n'en profite pas en mode portrait. C'est-à-dire qu'on peut monter que jusqu'en x3, donc en numérique. C'est vraiment un petit peu casser son jouet avant de pouvoir l'utiliser. Petit bilan photo, l'ultra grand angle, on passera à côté. Le téléobjectif, c'est une super bonne surprise. Je vous en ai pas parlé, il y a aussi le grand angle qui lui reste de très bonne qualité. Donc avec ce téléphone, on gagne en polyvalence, ce que l'on perd en concession, bien évidemment. Avec lui, vous aurez le choix de faire des photos de qualité sur une plus large plage focale. En revanche, il faudra faire attention, surtout aux photos de nuit sur l'ultra grand angle, soit une très bonne luminosité, soit sinon on s'abstient. Autre point négatif s'il en est, ça va être la charge rapide. On aimerait bien que ça bouge là-dessus du côté de Google. Certes, on passe de 27 watts à 30 watts en filaire, mais quand on voit la concurrence chinoise qui grimpe à 60, 90, 120 watts, on est bien en deçà. Pour référence, le 0 à 100, c'est un peu plus d'une heure de charge. Le problème, c'est que moi, de temps en temps, si jamais j'ai oublié de mettre mon téléphone en charge la nuit, le matin, quand je fais mon café, j'aime bien pouvoir juste brancher mon téléphone 5 minutes et récupérer un maximum en très peu de temps. Et ben, avec un Google, ça va être très compliqué. Alors qu'avec un téléphone chinois, je pense à un Oppo par exemple, eh bien, je juste à le brancher, en 5 minutes, j'aurais récupéré au moins 30 ou 40% d'autonomie. Ce ne sera pas le cas avec un Pixel 10. Alors, je parle de ce problème en visant le Pixel 10, mais c'est un problème global sur tous les majors. J'entends Apple, Samsung et Google. Eux trois ne font que peu d'efforts en définitive sur la charge rapide. On reste vraiment très doux afin de préserver au maximum la batterie. Néanmoins, ce serait quand même pas mal de voir ces géants se bouger enfin sur ces points et aussi sur les technologies de batterie utilisées. Je rappelle qu'en Chine, on est sur du silicium carbone depuis plus d'1 an. Là, on reste sur du lithium-ion qui limite la capacité maximum de la batterie. On enchaîne avec le dernier point négatif, ça va être au niveau de la puce Wi-Fi. Auparavant, Google nous avait donné du Wi-Fi 7 sur la génération Pixel 9. Eh bien, on baisse un cran, nouvelle concession, on passe sur du Wi-Fi 6E sur le Pixel 10. Assez incompréhensible, à part sur le plan de la concession, encore une fois, pour pouvoir intégrer notamment un téléobjectif x5 et aussi un Tensor G5 qui coûte plus cher sans doute à produire qu'un Tensor G4, et tout cela en conservant le même prix de 899 €. C'est pas bien grave, au demeurant on a quand même une connexion Wi-Fi qui est au top. Néanmoins, on se posera juste la question de la longévité de cette puce, puisque oui, avec du Wi-Fi 7 et 7 ans de mise à jour, on se dit qu'on serait un peu plus à l'aise, certes. Mais pour ça, aujourd'hui, il faut passer sur le Pixel 10 Pro. Bref, le Pixel 10 est une grande réussite. C'est un téléphone qui est beaucoup plus polyvalent, mais avec quelques concessions afin de conserver un prix inchangé de 899 €. Et pour ce prix, en définitive, on n'achète pas un smartphone ultra puissant, on n'achète pas du matériel plus que tout. Non, on achète une expérience. C'est un petit peu ce que cherche à nous dire Google. C'est un petit peu moi aussi ce que j'ai ressenti lors de mon test. C'est-à-dire que je vais avoir du gain en matériel avec un téléobjectif x5 qui va franchement me donner de la versatilité que j'attendais depuis longtemps sur cette gamme de téléphones. Ça va aussi m'apporter une expérience logicielle beaucoup plus poussée avec Android 16 et les nouvelles fonctionnalités IA qu'on a, notamment les appels vocaux qui vont être traduits en temps réel. Ça, c'est un truc qui reste complètement bluffant. Ça permet de casser littéralement la barrière de la langue au téléphone. C'est un téléphone bien fini, qui est suffisamment performant, qui a plein de mises à jour, qui a l'écosystème Google derrière lui, qui va clairement
être un téléphone durable, et ça c'est quelque chose qu'on aime bien chez Frandroid, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder longtemps avec vous. Et donc en définitive, si vous avez besoin de renouveler votre téléphone, que vous avez un budget qui est un petit peu serré, éventuellement essayez d'aller un petit peu plus haut pour atteindre ces 899 €, qui en fait, je le rappelle, pour moins de 1000 €, vous avez des performances qu'on retrouve habituellement sur des téléphones bien plus chers. Éventuellement, même en attendant quelques promos, le Black Friday qui arrive, vous aurez un téléphone qui sera vraiment à regarder de près. Surtout, à mon sens, il est même plus intéressant que les précédents Pixel qu'on a pu avoir, grâce encore une fois à la polyvalence qu'il propose. À qui est-ce que je conseillerais de l'acheter? Eh bien, à ceux qui ont besoin de renouveler leur smartphone, qui ont un budget de moins de 1000 € et qui veulent un smartphone rassurant sous Android. Parce que habituellement, on va conseiller du Samsung ou sinon de l'iPhone. Ben là, vous avez Google derrière. Et Google, c'est quand même une marque suffisamment forte pour vous proposer 7 ans de mise à jour, pour vous proposer un matériel qui est quand même fignolé aux petits oignons, malgré quelques concessions, bien évidemment. J'entends sur l'ultra grand angle, j'entends également sur le Wi-Fi 7 qu'on va pas avoir sur ce modèle. Néanmoins, au global, on va avoir une expérience premium avec un super écran, avec des performances au top niveau et aussi et surtout l'expérience Google, l'interface Android 16 et toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle, tant utilisées dans le cloud, mais aussi en local, sur le téléphone. Et ça, c'est un bon point pour la confidentialité de vos données. Et en plus, on a une vraie nouveauté derrière, c'est le Pixel Snap, qui n'est autre qu'un proche cousin du MagSafe d'Apple. Et donc, ça nous fait dire aussi que Apple, Google, en définitive, ici, avec un Pixel 10, on a l'iPhone d'Android, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous éclairer surtout sur ce Pixel 10, à savoir s'il est fait ou non pour vous. Clairement, c'est un petit coup de cœur chez nous. On a bien apprécié les efforts que Google a fait avec lui, malgré les petites concessions, bien évidemment, qui vont avec. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu aussi, à vous abonner à notre chaîne. Venez aussi lire le test de ce Pixel 10 qui sera beaucoup plus complet sur Frandroid. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Edouard. Salut!